Bonsoir. Les cartes nationales d'identité ivoiriennes délivrées en 2009 ne seront plus valides à partir du 31 mars 2022. Où en est la délivrance des nouvelles cartes d'identité? Dans quelle situation se retrouvent donc les détenteurs des anciennes cartes d'identité qui n'ont pas encore reçu leurs nouvelles pièces? Eh bien, on en parle tout à l'heure. Et ce soir, il sera question de la contribution de l'ONU Femmes dans l'égalité du genre dans notre pays. À cet effet, notre invité, l'invité du talk, est Antonia Ngabala Sodonon. Elle est représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est de notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, qu'est-ce qu'on est content d'être en votre compagnie. Je le dis régulièrement parce que je me suis rendu compte que j'exprimais pas tous les soirs la joie et le bonheur qu'on a d'être à cette place, à pouvoir présenter cette émission. C'est un vrai moment de bonheur. Et surtout, ce bonheur, il est partagé avec des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et ça nous fait énormément plaisir. On en prend la pleine, on en a la pleine conscience. Et puis surtout, on savoure ce moment. On espère que c'est un moment qui est partagé. Avec Élisée Bolougbe ce soir à mes côtés. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Vous partagez cette joie, ce bonheur? Ah oui, c'est toute une grâce d'être en vie et d'être sur cette table. C'est un privilège que je pèse et pour lequel en tout cas je dis merci au Seigneur. L'expression, ça en prend toute la conscience. Voilà. Rihanna, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien. Oui. Très jolie tenue. Merci Rihanna, merci beaucoup. Merci. Je sais que à la fin de la saison, je pourrais expliquer aux gens que vous faites des mini-vidéos comme ça. Qu'ils ont sûrement déjà vu. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Je ne vais pas m'empêcher. Je sais que ça te démange. Oui. Madame Bleu qui est en multicolore. En technicolore. En technicolore, c'est exactement ça. Avec Rihanna également, hein? Oui, c'est vrai. J'ai essayé, c'est un peu plus doux, mais... Rihanna, ça fait tableau, ça fait mosaïque de couleurs. Et moi, ça fait quoi? Photocopie. Tu es formidable. Tu es formidable. Je vous en prie. Bon. Mais bon, je vous adore. J'adore vos couleurs, Madame Bleu. Vous nous colorez le plateau tous les soirs. Et ça, c'est un vrai privilège. Je voulais juste, avant qu'on ne poursuive, vous annoncer qu'il y a une dédicace. La dédicace donc du livre de M. Konadji. Cette dédicace, donc, c'est pour le 31, je vous donne les dates exactes, donc le 31 mars, j'y arrive, 2022. Cette dédicace donc, se fera à la FNAC Cap Sud et le 1er avril 2022, donc à la FNAC Cap Nord, de 15h à 19h. Donc pour des personnes qui ont déjà le livre et pour ceux qui n'ont pas encore le livre, ou celles qui n'ont pas encore le livre parce qu'il y a des personnes, donc vous pourrez avoir le livre donc, au niveau de ces occasions. C'est un livre à se procurer pour l'histoire, pour la postérité. Peut-être qu'il faut rappeler aux téléspectateurs le livre en fait. C'est ça, Ambac, une vie au service de la nation, du docteur Konadji, donc Jean-Jacques Konadji. C'est un magnifique ouvrage qu'on vous conseille donc d'avoir. Et je rappelle donc que cet ouvrage-là donc sera en dédicace le 31 mars au niveau de la FNAC Cap Nord et le 1er avril 2022 à la FNAC, donc 31 mars FNAC Cap Sud et 1er avril FNAC Cap Nord. Je vous en prie. On y arrive. Vous avez remarqué que je n'ai pas mes lunettes. C'est pas évident. Bien justifié. Voici notre petit débat. Je suis en train de faire un grand signe à bout. Oyez, oyez. Oyez, oyez. Merci, Madame Bleu. Bon, alors, Élisée Bolougbe, est-ce que vous avez votre carte nationale d'identité oui, de 2009. Oui, vous avez la nouvelle, vous? J'ai celle de 2009, j'ai la nouvelle aussi, la nouvelle carte d'identité, la nouvelle carte nationale d'identité. Vous m'auriez peut-être prévenu que je l'aurais déjà préparée, sinon là, je l'ai dans la poche. Pour ne pas incommoder les téléspectateurs. Moi, je suis sûr que M. Alain Toussaint n'a pas sa carte parce que lui faisait partie des personnes qui se plaignaient du fait qu'il n'avait pas encore. Donc, au 28 mars 2022, le tableau cumulatif de l'opération d'identification nous donne alors les chiffres. Rihanna, vous êtes très spécialiste dans les chiffres.
D'accord, donc on part sur 4 649 777 enrôlements pour une cible prévisionnelle globale qui s'estimait donc à 10 500 000 personnes. Très bien. Donc, première information, c'est qu'à partir du 31 mars. du 31 mars, oui. il y a des personnes aujourd'hui qui verront la carte d'identité être ne plus être valide. Donc il s'agit oui. des personnes donc, âgées de 16 ans Et plus, oui. voilà, qui ne seront pas en situation de régularité, en tout cas vis-à-vis de ces dispositions. Et sachant qu'il y a, au niveau des cartes qui ont déjà été produites, il y en a près de 613 000 qui n'ont toujours pas encore été retirées. C'est ça. Donc quelles sont les dispositions palliatives justement ou encore qui viennent résoudre ce petit bémol? Élisée Bolougbo qui s'est renseigné va nous donner des informations dont on a besoin de M. Bolougbo. Bon, déjà, avant de donner les informations, comme je le disais, j'ai ma carte nationale d'identité. Tu es très que je fier, on sent que brandis, tu es très fier de ta Oui, je suis très fier de On l'avoir. sentit, là. Voilà, parce que là, elle me confère toute ma citoyenneté et j'en suis très fier. Donc là, j'ai la carte, je ne fais donc pas partie de ceux qui sont en situation Mais irrégulière. Élisée, tu as réussi à avoir une belle photo hein, sur la carte. Mais la question aussi à se poser, la question à se poser, je pense que Rayana, tu avais fait la remarque, et pour ceux qui ont des cartes qui ont été établies après 2009, est-ce que conjointement à celle, concomitamment à celle qui a été produite récemment, est-ce que ces autres cartes également seront utilisées? Ok. À cet effet, le porte-parole du gouvernement, dans son point de presse, a été très précis et très clair là-dessus. Les cartes dont la validité expire le 31 mars sont les cartes qui ont été produites en 2009, bien évidemment 2009, qui, je crois, était à la 3e prorogation, à fin décembre 2021. C'était la 3e prorogation de ces cartes-là, de la validité de ces cartes-là. Donc, le gouvernement a décidé que ces cartes définitivement expiraient ce 31, c'est-à-dire demain, ce 31 mars 2021. Donc, c'est les cartes produites en 2009. Et on sait qu'après 2009, disons jusqu'autour de 2017, 2018 surtout, 2018 par là, il y a eu des cartes, il y a eu l'opération qui a été relancée pour la production des cartes. Et il y a eu des cartes oranges qui ont été produites à cette période. Et pour ceux qui le savent, une carte d'identité, généralement, a une durée de vie de 10 ans, en fait. Elle est produite pour 10 ans. Donc, ceux dont la validité de la carte orange n'a pas encore atteint les 10 ans, c'est-à-dire, mais qui n'a pas été produit en 2009, parce que ceux qui ont été produits en 2009 ont déjà dépassé les 10 ans. C'est uniquement ceux de 2009 qui sont concernés. Voilà, qui sont concernés. Donc, ceux qui ont la carte orange, mais qui est valide, c'est-à-dire qu'il y a encore en cours, cette carte-là est bel et bien valide. Parce que c'est une rassurer les celle que j'ai, elle est orange. Elle a été produite en 2016. Elle expire en 2026. Elle est encore valide. Elle est encore valide. Et c'est parce que ce qu'il faut signifier, c'est que ces cartes-là, c'est des cartes biométriques en fait. Voilà, c'est des cartes biométriques. Donc vous avez à l'intérieur, que ce soit la carte orange ou que ce soit celle-là, vous avez toutes vos informations sur la carte. Donc la carte qui a été produite, qui est une carte orange, parce qu'on a entendu dire cet après-midi, en tout cas sur les réseaux sociaux, que la carte orange n'est plus valable. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une rumeur. Les cartes établies en 2009, dont la date d'expiration arrivée à la date de validité arrivée à expiration, le 31, sont celles-là qui sont concernées. Parce qu'on fait l'objet de 3 prorogations et le gouvernement a décidé que ça s'arrête là une bonne fois pour toutes. Mais celles qui ont les cartes, comme on dit, de couleur orange, mais qui sont en cours de validité, c'est-à-dire qui n'ont pas encore fait les 10 ans d'existence, sont bel et bien valables. Ça, il est important qu'on le précise à l'endroit de tout le monde, en fait. Voilà. Très bien. Et il est important de préciser également pour ceux qui sont toujours en attente de récupérer leur carte, que le processus a été réduit. On parle de moins de 14 jours pour pouvoir retirer sa carte nationale d'identité. Bon, on espère que les plaintes vont diminuer parce que c'était quand même récurrent. Ça continue déjà sur nos pages des réseaux sociaux. Yves Stéphane nous dit, même le fameux 1340, c'est le numéro de plainte, impossible de les avoir. Que faire? Nouvelle demande formulée depuis 2 ans et toujours aucune réponse. C'est important de préciser parce que les problèmes continuent et malgré le fait que l'ONESI essaie de rassurer quand même les populations, mais il y a toujours des couacs. Il y a des personnes qui se retrouvent en situation aujourd'hui où leur carte d'identité n'est plus, on va dire qu'à partir du 31, ne sera plus valable. D'accord. Elles font quoi? Qu'est-ce qu'elles ont comme recours aujourd'hui pour pouvoir obtenir une carte d'identité? Est-ce qu'il y a une possibilité? D'accord. La première des choses, déjà, je pense que ça devait être déjà même l'attitude qui doit guider tous les citoyens. C'est d'aller se faire enrôler pour l'obtention d'une nouvelle carte d'identité. Pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, ou du moins qui étaient concernés par la carte d'identité de 2009, qui arrive à expiration, déjà aller se faire enrôler.
le gouvernement permet, je dirais, une étape transitoire. C'est-à-dire qu'il y a des attestations qui existent, les attestations qu'on peut établir, qui font office de pièces d'identité en attendant qu'on rentre en possession des pièces requises, en fait. Donc ça, ce processus, il est toujours valable et ce processus est toujours en cours. Et ces attestations sont établies dans les commissariats. Donc on peut déjà faire établir ces attestations-là en attendant. Mais comme c'est des attestations qui sont définies dans le temps, je crois qu'il tourne autour de 3 mois, 6 mois généralement, dans cette fourchette-là. Donc, pour ne pas être tout le temps en train de refaire des attestations en point fini, il est déjà. Voilà, il faut déjà entamer la procédure pour l'obtention d'une nouvelle carte d'identité. Après, la question, c'est de savoir est-ce que ces attestations sont valables pour tout type de non, les attestations d'identité ne sont pas. En tout cas, les banques n'acceptent pas en général les attestations d'identité. Donc, ça reste encore très limité en tout cas en termes de. Il faut, en tout cas, si vous avez des opérations bancaires à faire à partir du 1er avril, entamer sa procédure. C'est le moment de vous précipiter à l'ONESI dans un commissariat pour vous faire établir votre carte. Alors, Engoran Léandre me dit, depuis septembre, j'ai fait mon enrôlement avec mon fils. En un mois, j'ai été convoqué donc, pour le retrait après avoir reçu donc, un SMS, alors que mon fils, qui pourtant a fait son enrôlement, n'a pas encore eu de SMS pour le retrait de la sienne. Non, j'ai eu le même cas. J'avais vécu le même cas avec mes parents. Pareil, on s'était enrôlés à la même période, au même moment. Et moi, je crois que j'ai reçu ma carte près de 3 mois avant qu'ils puissent obtenir les siennes, en fait. Oui, cette situation, on l'a quasiment pratiquement vécu. Oui. Moi, mes beaux-parents, par exemple, mon beau-père et ma belle-mère sont allés se faire enrôler ensemble. Aujourd'hui, je vous parle, mon beau-père, il a sa pièce d'identité. Ma belle-mère n'a aucune trace. On ne sait même pas si elle a été enrôlée, alors qu'elle était bel et bien enrôlée avec son époux. Donc, c'est dit que ces dysfonctionnements-là existent. Oui, si. C'est quelque chose qu'il ne faut pas voiler ou qu'il ne faut pas nier. Il y a une réalité. C'est vrai que des efforts ont été faits. Depuis quelques mois, en tout cas, des efforts énormes ont été faits pour qu'on puisse améliorer le process. Mais il y a encore certains dysfonctionnements qui sont là. Et c'est en cela que je pense qu'on doit pouvoir prévoir. Est-ce que c'est un dysfonctionnement? Parce que je crois qu'on avait reçu quelqu'un qui, sur ce plateau, expliquait que chaque dossier est un dossier traité de façon individuelle et particulière. Quand on regarde sur les chiffres, donc sur les 4 millions d'enrôlements, on a quand même autour de 200 000 dossiers qui sont en cours de traitement, peut-être parce qu'il y a des bémols et tout ça. Non, quand je parle de dysfonctionnement, Rayana, je voudrais peut-être expliquer. Vous voyez, moi je rappelle que vous ne parlez pas au nom de l'ONESI. Non, on ne parle pas au nom de l'ONESI. Quand deux personnes, comme l'expliquait Edith, ou bien le délai est censé être le même. Voilà, c'est-à-dire que quand 2 personnes se sont fait enrôler en bonne et due forme dans le même endroit, et que quelques semaines après, il y a une de ces 2 personnes-là qui reçoit un SMS pour aller retirer sa carte, et que l'autre n'ait pas de SMS jusqu'à ce jour, donc ne sait même pas à quel sens se vouer. La dernière fois, quand on avait reçu le directeur général adjoint de l'époque, et aujourd'hui directeur général, il avait été clair là-dessus. Il a dit qu'il peut arriver que dans le traitement des dossiers, on se rend compte qu'il y a des insuffisances, qu'il y a des éléments qui ne coïncident pas. Oui, mais quand c'est comme ça, votre beau-père a peut-être un certificat de nationalité que votre belle-mère n'a pas. Voilà, mais quand c'est comme ça, justement, on ne laisse pas la personne dans l'expectative. Voilà, on fait savoir à la personne pour lui demander de venir pour un complément d'information ou bien pour additif de comment on appelle ça, de dossier. Donc on ne laisse pas la personne dans l'expectative. Et ça soulève la question de savoir si... Voilà, c'est vers ça que certains sont confrontés. Peut-être c'est là qu'il va falloir... Et ça soulève la question de savoir si ces 200 000 dossiers qui sont en cours de traitement, parce qu'on dit pour des raisons d'information incomplètes ou des justificatifs ou je ne sais pas quoi, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on a envoyé un signal à ces personnes-là pour leur faire savoir qu'on a besoin de certaines informations ou qu'on doit encore... en tout cas, ça donnait une sorte de manque, de dysfonctionnement, de manque d'organisation à un moment donné parce que les plaintes étaient récurrentes. Je pense qu'elles sont encore malheureusement récurrentes pour la plupart des gens. Il y en a toujours. Mais il y en a toujours. J'espère en tout cas que le délai de moins de 14 jours qui a été annoncé pour renforcer le dispositif actuel sera respecté parce que c'est bien d'inciter les gens, les Ivoiriens à aller se faire enrôler pour avoir une nouvelle carte d'identité biométrique, mais derrière, il faut leur délivrer un service rapide et de qualité. Et surtout, une prestation avec un service, pas un service après-vente, mais en tout cas, des personnes qui sont habilitées à pouvoir donner des informations, à pouvoir leur répondre. Parce que quand tu dis que le numéro vert qui a été indiqué, en tout cas la personne qui a commenté, a témoigné, dit que ce numéro est difficilement joignable,
ça soulève des questions. Alors c'est vrai que les plaintes, c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui ressort le mieux, mais quand on regarde les chiffres quand même, sur plus de 3 millions de cartes produites, on a quand même 600 000 cartes qui n'ont pas été retirées, et là on ne parle pas des cartes justifiées justement par Non, qui n'ont pas été retirées, maintenant ça dépend, est-ce qu'elles ont été informées? Est-ce que ces personnes aussi ont été informées finalement? Là, il y a des questions aussi. Une chose est sûre, il y a 613 425 cartes qui n'ont pas encore été retirées, donc du coup, si vous avez le temps, l'occasion de faire un tour dans les centres de retrait, faites-le, mais surtout, aux messieurs de l'ONESI, peut-être que ça a déjà été fait, ou ces personnes ont peut-être reçu un SMS. Il faut relancer. Il faut relancer. C'est une possibilité, c'est une proposition. Parce que relancer les SMS. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui voient sur l'image là, non, ils se disent c'est... Je pense que les banques vont être très vite appliquer ce respect. Moi, je vais peut-être proposer juste une décennies, petite solution. Je vais proposer une petite solution. Vous savez, à l'époque, bon, nous, on est un peu de la vieille école. À l'époque, en fait, quand vous êtes admis, si jeune, mais à la vieille école, voilà, quand vous êtes admis en seconde, tout le monde était impatient de voir le journal officiel, c'est-à-dire le journal Fraternité Matin, dans lequel tous les noms étaient, les noms des admis avec les collèges. Peut-être qu'il va falloir qu'on essaie de voir s'il y a une possibilité de faire des insertions dans les journaux aussi par rapport à ces cartes. Là, on a le nom de tous ceux qui ont des cartes peut-être, mais qui ne sont pas encore venus retirer. Là, si moi je vois la carte, par exemple, pardon, le nom d'un de mes parents ou bien de ma belle-mère, comme je ne le vois pas, je peux aussi peut-être signaler pour qu'on aille chercher. C'est une très bonne proposition. Si j'avais la possibilité de vous offrir ce trophée, je vous l'aurais fait. C'est une excellente proposition. En tout cas, vous avez la part de la proposition. Les responsables de l'ONESI nous écoutent. Absolument. Je vous promets que si c'est adopté, je serai là pour leur dire c'est une proposition qui a été faite sur le plateau de Live Talk by Élysée. Ce mercredi 30 mars. Alors, j'ai une information concernant Alexio Djibo qui nous dit les banques font exprès de ne pas accepter les attestations. Lui, il en a gros sur le cœur. Font exprès de ne pas accepter les attestations pour les retraits d'argent. Sinon, si tu veux déposer de l'argent avec une attestation, ils acceptent. C'est l'effet. En fait, c'est toujours facile de déposer son argent, mais pour retirer son propre argent dans une banque, c'est vraiment la mer à boire. Après, la question des numéros, franchement, je vais revenir sur la question, on termine là-dessus. La question des numéros verts ou des numéros qu'on met à la disposition des usagers pour des plaintes ou pour des... Il faut que ces numéros fonctionnent tout simplement. Il faut qu'il y ait des... C'est ça, il faut qu'ils fonctionnent, il faut qu'il y ait des gens. Souvent, ils fonctionnent, mais il faut arrêter de faire du marketing, il faut que ça fonctionne. Non, mais parfois, ils fonctionnent, mais la personne qui est au bout du fil ne peut même pas répondre à la préoccupation. Donc, on vous reviendra. C'est qu'elles ont été mal formées, tout simplement. Il n'y a personne qui décourage. L'idée, c'est que ça serve vraiment à quelque chose. En fait. Maintenant, sur la question des attestations refusées en banque et autres, tout ça, je pense que ça pose une problématique essentielle sur laquelle les autorités doivent pouvoir se plancher. Si les autorités estiment que c'est une pièce qui est valable et que c'est des structures étatiques qui l'ont délivrée, d'où vient-il qu'une entreprise ou bien quelle que soit sa nature, puisse refuser cela? Si tel est le cas, je pense que le gouvernement doit pouvoir, avec une note très claire, vraiment faire des précisions là-dessus. Mais je crois que c'est parce que l'attestation d'identité peut-être ne confère pas toutes les procédures de sécurité, peut-être pour le retrait de l'argent. Mais c'est provisoire en attendant, donc qu'est-ce qu'il fait? Mais ça s'appelle une attestation d'identité. Donc je pense que ce dont la banque a besoin, c'est de s'assurer que c'est bien ton identité, mais quoi de plus que ton attestation d'identité? Justement, Élysée Bouloubé disait tout à l'heure que sa carte d'identité porte un certain nombre d'informations, mais il y a surtout un certain nombre de mesures de sécurité. Mais après, il y a le timbre de l'autorité. C'est délivré par un commissariat. Moi, je pense qu'est-ce qu'on attend en termes de validation, en fait? La carte d'identité de M. Bouloubé, comparée à une attestation d'identité, a beaucoup plus de mesures de sécurité à l'intérieur. Bon, Brice, je vous concède ça, mais sur cette base-là, pourquoi est-ce que la banque... Sur cette base-là, je pense que sur cette base, je pense qu'on peut couper la poire en deux. S'ils estiment qu'il n'y a pas forcément assez de sécurité, donc dans ce cas-là, il présente son attestation avec une ancienne pièce d'identité, mais qui refait toutes ces informations. Là, il n'y a pas de discussion. Peut-être la pièce d'identité n'est pas valable parce qu'elle a expiré, mais c'est sa pièce d'identité et il a une attestation qui, elle, est en cours de validité. Une ancienne pièce d'identité. Une ancienne pièce d'identité. Mais je pense qu'il faut faire la demande, en fait. Il faut aussi donner sa pièce d'identité, n'est-ce pas? Une photocopie, non? Pour faire la demande de renouvellement, il faut aussi donner son. Parce que si tu as perdu ta carte, peut-être la photocopie. Non, il ne la garde pas. Okay. Non, on ne la garde pas. Vous gardez votre carte. La preuve, j'ai la nouvelle carte, mais si je peux vous sortir l'ancienne aussi. Je ne sais pas si elle a été 2009. J'ai toutes mes pièces. Élysée Solutions. On ne peut pas le perdre, Élysée. Il a toutes ses pièces. C'est ça.
Bon, en tout cas, on espère qu'il y aura un maximum de personnes déjà qui retirent leur carte, qu'on aura l'occasion de les informer à temps, parce que les personnes ici nous signalent sur nos pages de réseaux sociaux que depuis 2 ans, on n'a toujours pas reçu de SMS, on a fait notre enrôlement, on attend, et que toutes ces choses-là pourront trouver donc solution. Nous, on voulait dans un premier temps provoquer la réflexion et surtout dire qu'il y a des cartes à aller retirer dans les commissariats. Il m'a dit, je suis parti dans une carte, il a répondu à ce que je disais. Vous dites qu'il faut qu'on aille, mais on est parti. Au commissariat, on m'a dit, allez-y, refaites une nouvelle possibilité. C'était un raccourci quand même. Je pense qu'il faut bien expliquer les choses aux gens, il faut qu'on ait des interlocuteurs crédibles qui donnent des informations fiables et pertinentes. Et ce serait bien, comme Élisée l'a dit, qu'il y ait une liste qui est diffusée soit en ligne sur le site web de l'ONICI ou bien dans un média d'État comme Fraternité Matin ou Live TV. Ou Live TV. Notre revue entendu, Madame Bleu. Je vous pardonne ce soir. Décision du Conseil des ministres relative au nouveau poids et prix de la baguette de pain. C'était au cours du dernier Conseil des ministres qui a eu lieu donc ce mercredi 22 mars, qui traite donc de la décision du poids de la baguette de pain en Côte d'Ivoire. Et bien on va suivre ensemble cet élément. On revient juste après pour en parler. Dans notre pays, c'est une fourchette donc, de poids qui avait été définie donc, pour la baguette de pain standard. C'était donc un poids qui allait donc entre 193 grammes et 228 grammes. Nous n'avons plus une fourchette de poids, nous avons 2 poids. Une baguette standard qui va garder le prix initial de 150 francs CFA pour 174 grammes et une autre baguette qui tend vers la fourchette haute qui, elle, est évaluée donc à 232 grammes et qui coûtera 200 francs CFA. La définition donc de ce poids fixe permettra donc de rendre le contrôle plus aisé et contraindre donc les boulangers à s'en tenir aux prix qui sont fixés. Décision donc du Conseil des ministres ce jour même concernant donc la baguette de pain, donc le prix de la baguette de pain. Donc il y en a aujourd'hui, on en a 2. Donc il y a la baguette qui coûtera 150 et une autre qui coûtera 200 francs. J'ai juste, comme c'est le soir des propositions, j'aimerais bien juste qu'au niveau des boulangeries, qu'on ait des instruments pour qu'on pèse le pain. Parce que, ça va être fastidieux, hein, parce qu'à chaque fois qu'un client va venir, il va peser le pain. Les petits malins sont capables de nous servir du pain de 130 grammes pour dire c'est ça qui fait 150. En fait, la baguette de 150 francs sera plus petite que celle de 200 francs. Et ça, c'est la porte. Donc, peut-être avec un compas dans l'œil pour faire la comparaison. Déjà, il y avait des petits malins. Donc, on avait reçu le président de l'association des boulangers qui nous disait que justement, il y avait déjà des petits malins. Il y avait déjà des contrevenants. Oui. Et donc là, allégeaient le pain déjà même à 150 francs. Il disait que la baguette serait plus petite, pas forcément, parce que ça se joue sur le grammage. Donc, on peut avoir la même taille et ça se joue sur la densité. Ça a été indiqué en plus du grammage, mais qui serait il y a des dimensions bien définies. On espère. On espère. Donc ça ne descend pas à l'ancien pain. Parce que sinon, vous allez peser à chaque fois. Hein. J'imagine les clients devant le boulanger. Alors moi, est-ce que vous achetez une machine à peser à la maison pour la cuisine et que vous l'installez à chaque fois? Je vous promets, si j'ai 172 grammes, ils m'entendront. Monsieur Bolougou, plus sérieusement. Oui, moi je crois que la mesure prise par le gouvernement, je pense qu'il faut la saluer. Il faut la saluer. Le gouvernement est arrivé à trouver un terrain d'entente avec les opérateurs du secteur et c'est déjà une très bonne chose. Parce que l'une des choses qui était inquiétante, ou bien qui suscitait de l'inquiétude au sein de la population, c'était le fait qu'on allait assister à une augmentation du tarif. Mais il y a une augmentation. C'est ce que je disais, c'est une augmentation un peu masquée. Je suis entièrement d'avis, mais voici que le gouvernement, en augmentant, reste dans une fourchette. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que la crainte qu'on avait, à supposer qu'on ait dit que désormais le pain est à 200 francs. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 150 ne pourrait plus manger du pain. Mais aujourd'hui, on te dit qu'avec tes 150, tu peux manger du pain. Peut-être pas dans la proportion qui était par le passé, mais au moins avec tes 150, tu peux continuer de manger du pain. Donc je pense que c'est une... Mais c'était déjà le cas. Ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, moi, si j'ai 100 francs, je peux manger du pain. Même avec 50 francs, je mange du pain. Je vais à la boutique, je dis, je vais payer 50. Oui, non, mais sauf qu'il n'y avait pas de réglementation au niveau du grammage et que c'est la question du grammage qui fâchait un tout petit peu les boulangers et la population. Là, c'est beaucoup plus clair. Là, le terrain d'entente est bien défini en termes d'homologation, de réglementation. C'est ça. Et ça répond, j'ai envie de dire, aux besoins ou aux préoccupations de chacun. Ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme depuis un moment.
le prix de la tonne de blé a doublé Bien sûr. en un an. Je veux dire, même quand on veut supporter un certain plafonnement de prix, mais lorsqu'on est entrepreneur dans le secteur de la boulangerie et qu'on a des employés à payer, on a des familles également qui dépendent de nous, à un moment donné, on ne peut plus supporter une hausse au niveau de nos intrants. Donc forcément, il était nécessaire que les trois fêtières des organisations de boulangers puissent trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé. La poire a été tranchée en deux. Une baguette avec un grammage plus faible, plus petit, voilà, à 150 francs. Donc, ils gardent quand même leur marge. Et un autre grammage avec un prix un peu plus élevé à 200 francs. Donc ça laisse le choix aux populations également de choisir la baguette qui leur convient selon leur bourse. Ou de manger autre chose. Oui, ou de manger autre chose. Bon, je crois que la dernière fois, on en parlait de ça. On va pas donner nos propositions. Ça a soulevé, clarifie ton point, s'il te plaît, concernant le garba. Lever des bois verts, en tout cas. Mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse réadapter notre habitude alimentaire en fonction de nos moyens. Mais ce que je veux dire en fait, et ça je reviens dessus, c'est d'ici aujourd'hui on arrive à une telle situation, il faut comprendre que c'est parce qu'on veut quand même sauver une certaine industrie. L'industrie de la boulangerie qui honnêtement depuis quelques années est en souffrance. Vous imaginez par exemple que les intrants qui depuis 2006 ne font que flamber, à titre de preuve, la farine est passée de 11 250 francs à aujourd'hui 21 250 francs, soit une augmentation de près de 97%. Oui. Le gaz, qui était à 350 francs le kilogramme, est aujourd'hui à 750 francs le kilogramme, soit une progression de plus de 100%. Mais avec ça, le pain, ils avaient l'obligation de garder le même grammage du pain et le coût du pain. Mais je pense que le rôle aussi de l'État, ce n'est pas d'étouffer les entrepreneurs, ce n'est pas d'étouffer les opérateurs, mais c'est de créer des conditions pour qu'on puisse avoir une saine émulation des entrepreneurs. Et il était important à un moment qu'on arrive à une telle solution. C'est vrai que ça va peut-être paraître pour certains, je dirais peut-être pénible, mais en réalité, je crois que, et c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire, avant qu'on ne puisse juger, il faut qu'on se donne l'opportunité, ou bien qu'on se donne la latitude d'essayer d'inverser un peu les rôles. À supposer qu'on soit des opérateurs économiques sur une telle situation. 100% d'augmentation de l'intrant et qu'on nous demande de maintenir toujours le même prix, c'est quasiment impossible. Là, je prends un exemple simple. Les vivriers que nous produisons nous-mêmes, qui ne sont pas importés, que nous produisons nous-mêmes, on passe souvent du simple au double, voire au triple. Comment on peut demander à des gens qui ont pour matière première de leur production, qui vient de l'extérieur, en plus avec la crise ukrainienne, qu'on leur demande de rester toujours au même grammage. Je crois qu'arrivé à un certain moment, il faut avoir un peu d'humanité dans ce que nous faisons et comprendre aussi ces opérateurs-là. Alors, une fois que ce problème est réglé, je pense que ces organisations donc, du secteur de la boulangerie-pâtisserie ont aussi une autre préoccupation, c'est celle de la distanciation entre les différentes boulangeries ou pâtisseries. Donc, ils demandent une distanciation, je pense, de 500 mètres entre les boulangeries et tout ça. C'est vrai, la réglementation n'est pas respectée. Donc, on attend de voir... C'est vrai. Bon, alors on termine avec une petite note de sourire de la part de nos internautes qui sont très actifs ce soir. Bon, alors première possibilité, il faut choisir le prix de son pain. Deuxième possibilité, il faut peut-être manger autre chose. Et à cet effet, quelqu'un me dit, je mange riz couché tous les matins. Je n'ai pas besoin de votre pain. Quelqu'un me dit, bon, de toute façon, Elisa dit qu'on peut manger garba à 150. Alors que ça coûte plus cher. Il s'en rappelle. Voilà. Et puis il y en a un, Cadet Bamba, j'ai retenu, il dit, ça fait 5 ans que je ne mange pas de pain. Merci, moi, je suis comme lui, parce que moi, je ne mange pas de pain le matin. En général, je ne prends pas de petit déjeuner le matin, en fait. Donc, voilà. Mais le soir, on ne mange pas spaghetti et pain? Non, pas du tout. Madame Bleu, vous êtes particulière, on marque une pause juste pour vous. Il faut qu'on en discute. Vous êtes sur le canal 206, vous nous regardez sur le canal 206 du bouquet Canal+, le numéro 6 de la TNT. Vous suivez le live talk sur Live TV. Je souris parce que je me disais que quelqu'un l'aurait fait et quelqu'un l'a fait. Diara nous dit, le Jésus Baolé de Bamako sera très content de manger du pain sur Live TV. Il fallait le faire quand même. Bon, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. On reçoit ensemble notre invité, l'invité du talk ce soir, l'invité du talk. Accent aigu et muet. Nous sommes en compagnie de Madame Antonia Ngabala Sodono. Elle est la représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Bonsoir Madame.
Bonsoir Brice. Merci d'être en notre compagnie. Merci de l'invitation. Alors je disais tout à l'heure, vous êtes représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Pour nos téléspectateurs aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait un tout petit peu présenter votre organisme en Côte d'Ivoire, ONU Femmes, qu'est-ce que c'est, que fait ONU Femmes en Côte d'Ivoire? C'est une belle opportunité, oui, effectivement, de présenter l'organisation. ONU Femmes est cette agence des Nations Unies qui œuvre dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes, protection des droits des femmes. L'agence a été créée en 2010. 2010, donc elle n'a que 12 ans. C'est la dernière année du système des Nations Unies. En 2020, l'organisation a pris un nouveau tournant et elle se veut une agence de développement qui se focalise sur les femmes. Parce que, bon, comme vous le savez, il y a certains gaps qui existent dans beaucoup de pays. Et donc, c'est afin de répondre à cette demande que l'agence a été créée. Mais comment vous appréciez en ce moment l'évolution des droits des femmes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, il y a eu surtout beaucoup de choses concrètes qui ont été faites? Comment vous appréciez tout ça? Oui, énormément de choses ont été faites, notamment dans le domaine législatif. Le pays a signé la plupart des conventions internationales, telles que la Convention pour l'élimination des droits, des discriminations contre les femmes, faites aux femmes, et également a adopté la plateforme Beijing. Beijing, c'était en 1995, et depuis lors, vous avez une constitution qui est également très sensible aux gens, puisque la constitution de 2016 à 3 articles, 35, 36, 37, qui vraiment encouragent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Tout ce qui a trait à l'égalité entre hommes et femmes est inscrit dans la Constitution. Donc c'est tout de même assez avant-garde. Là où nous avons des défis, c'est justement au niveau de la mise en œuvre. Donc nous avons un très très beau cadre normatif qui est là, mais la mise en œuvre laisse à désirer. Qu'est-ce qui coince réellement? Qu'est-ce qui coince? Je pense que c'est au niveau des mécanismes. C'est au niveau des mécanismes parce que nous avons une architecture genre magnifique. Nous avons toutes les institutions qui sont présentes, le ministère de la Femme. Nous avons également un observatoire national pour l'égalité des genres. Il y a même un compendium des compétences féminines. Il y a un compendium des compétences féminines. Nous avons le CNDH qui travaille. Donc, voilà, l'architecture genre est là, mais c'est au niveau des mécanismes. Je pense que c'est également au niveau de l'interaction entre ces diverses structures. Également, assez impressionnant, il y a des cellules genre dans tous les ministères. Et donc, c'est la conversation entre toutes ces unités, tous ces mécanismes que nous devons vraiment renforcer. Mais pour rester sur l'évolution, puisqu'on en parle, quelle est la contribution d'ONU Femmes concrètement à cette évolution? Donc, pour dire le bilan un peu depuis son implémentation en Côte d'Ivoire. Alors, la contribution de l'ONU Femmes a essentiellement été au niveau normatif. Nous avons fait un gros travail de lobbying dans tous les pays du continent et c'est ainsi que beaucoup de textes législatifs qui ont été adoptés viennent de l'action qu'ONU Femmes a eue sur le terrain en accompagnement des mouvements de femmes, de mouvements des activistes. Nous avons vraiment beaucoup travaillé, investi pour nous assurer que les femmes au niveau national avaient connaissance de leurs droits et vraiment s'approprier cet agenda. Et donc, lorsqu'on regarde en Côte d'Ivoire, vous voyez que les ONG féminines sont très nombreuses et que nous voyons également des jeunes femmes activistes. Un nouveau mouvement de jeunes femmes activistes qui est en train de prendre la relève. Et ça a été une contribution d'ONU Femmes. Et c'est pour ça que nous sommes prêts à ce stade-ci à passer au développement, puisque les femmes mêmes ont embrassé cet agenda et sont en train de pousser pour le changement. ONU Femmes a ralenti son rôle, a réduit son rôle de ce côté-ci pour cibler vraiment les activités, les actions de développement. On aura l'occasion de parler de ces actions de développement de façon très concrète pour utiliser l'expression. À écouter, madame, on se rend compte que la Côte d'Ivoire, comme vous le dites, a mis en place, en tout cas sur le... C'est un bon élève. Sur l'aspect normatif, quand même des efforts ont été faits. Oui. On se rend compte que la Côte d'Ivoire a pris à bras le corps la question du genre.
Mais toutefois, on ne peut pas revu que le rapport 2019 de l'indice de l'inégalité, Oui. la Côte d'Ivoire était à la 157e place, sur 162 dans le monde. 162, oui. C'est quand même alarmant. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux 3 ans après? Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Est-ce que la place de la Côte d'Ivoire s'est améliorée? Si oui, qu'est-ce qui justifie que la Côte d'Ivoire soit passée de la 157e rang à celui qu'il est aujourd'hui? C'est quoi son rôle aujourd'hui? Tout à fait, oui. Et c'est là où je dis peut mieux faire. Mais vous savez également, ce qu'on voit, c'est une contradiction, puisque la Côte d'Ivoire est ce pays, lorsqu'on regarde une croissance économique magnifique, hein, mais tous les indicateurs, tous les indices sur la situation des femmes sont très très faibles. Et ce que nous pourrions faire, et c'est cet accompagnement que nous apportons au gouvernement, c'est un rôle de conseil que nous apportons au gouvernement, c'est de voir dans quelle mesure beaucoup plus de budget, beaucoup plus de financements peuvent être redirigés vers les actions qui peuvent promouvoir les droits des femmes, les services sociaux de base. Et donc, je pense que, vous savez, cet indice d'inégalité prend en compte plusieurs dimensions. Il y a les services sociaux de base, tout ce qui a trait à la santé de la reproduction de la femme, tout ce qui a trait à l'accès à l'emploi, tout ce qui a trait également à son développement, son épanouissement socio-économique. Et donc c'est une compilation de plusieurs indicateurs qui nous donnent ce rang de 152e. 157e en 2019, en tout cas le rapport 2019 est à la 157e place. Sur 162 pays. Ouais, donc aujourd'hui, je ne sais pas, on est à laquelle place. La réponse serait beaucoup plus d'investissement. Beaucoup plus d'investissement, regarder tout ce qui a trait à la budgétisation sensible au genre. Et je pense que le gouvernement a conscience de cela, a fortement conscience de cela, puisque il commence à travailler sur tout ce qui a trait au budget programme. La question également de l'égalité de sexe est inscrite dans le PND, le Plan national de développement 2021-2025, et le PSGouv 2022-2025. Donc c'est pour dire qu'il y a une prise de conscience, mais c'est techniquement, en termes de renforcement des capacités, mais également des actions délibérées. Vous avez parlé de budgétisation sensible aux gens. Est-ce que ça veut dire par là, peut-être au niveau de ONIFEM ou des instances même de l'ONU, d'avoir des mesures incitatives financières auprès, par exemple, des conseils régionaux ou des localités pour inciter, par exemple, à ce que plus de jeunes femmes aillent à l'école, il y a plus de scolarisation des jeunes filles, pour faire en sorte que si on atteint un quota ou qu'on dépasse ce quota, on a un financement qui est débloqué pour accompagner les efforts de développement. Est-ce que ça ne serait pas une mesure intéressante, des mesures intéressantes? Non, en fait, il faut accompagner ce développement du genre. En fait, il faudrait que les budgets soient mis à la disposition que ce soit au niveau de... Par exemple, si vous prenez le ministère de la Femme, Famille et Enfants, c'est le ministère qui est le moins... C'est dommage. Oui. Et pourtant, le travail est immense. Mais également au niveau local, au niveau de la région, il y a besoin de mettre à disposition plus de budget. Et je pense que pour que les choses avancent plus vite, il faudrait peut-être plus de femmes à ces pouvoirs de décision. Vous disiez que ça évoluait, mais est-ce que ça a suffisamment évolué? Quel est le gap par rapport à d'autres pays, par exemple? Dans les assemblées élues, on n'a pas... On va faire un petit groupé. On va faire un petit groupé. Je vais rebondir sur elle. On va faire un petit groupé. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une loi qui a décidé qu'il y ait 30% de femmes dans... les assemblées élues. Voilà. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, c'est une violation même de la loi. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'ONUFEM fait pour que cela soit corrigé? ONUFEM a fait un fort lobby, un fort accompagnement pour que cette loi soit adoptée. C'est la loi de octobre 2019. C'est ça. Et vous savez, notre rôle, comme je le disais, est un rôle de conseil. Il faut que les femmes doivent... prendre en main assumer leurs responsabilités également. Elles ont un rôle à jouer. ONUFEM, nous sommes limités
par notre mandat en tant que système des Nations Unies, à accompagner les acteurs. Nous ne sommes pas dans le faire, nous sommes dans le conseiller, faire, le faire faire. Et donc cet accompagnement, nous l'avons apporté, mais également les femmes ont tout de même, se sont levées tout de même, hein, lorsque la loi n'a pas été appliquée, elles ont tout de même saisi la Cour constitutionnelle. Elles ont tout de même saisi la Cour constitutionnelle. Donc il y a cette prise de conscience de plus en plus des femmes, par les femmes, et des jeunes femmes en particulier, qu'elles peuvent faire bouger les choses et qu'elles doivent faire bouger les choses, que ce ne sont pas les partenaires qui le feront pour elles. Donc, mais vous avez raison que plus de femmes signifierait plus de pression, plus de politiques publiques sensibles. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. Madame Ngabala Sodomon, on regarde quelques minutes, on va à la pub et on revient tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous regardez sur nos pages des réseaux sociaux, vous nous suivez, vous êtes très nombreux tous les soirs et surtout très nombreux tous les soirs à rejoindre la grande famille de Live TV. Ce soir, nous sommes en compagnie de Madame la représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Madame Antonia Ngabala Sodomon. Merci Madame encore une fois d'être en notre compagnie. On parlait du rôle de ONU Femmes. Vous disiez qu'il avait un rôle normatif. Vous travaillez donc, vous collaborez avec de nombreuses organisations féminines. De façon très concrète, comment cette collaboration se fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sur le terrain avec les femmes pour leur donner des conseils? Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Comment ça se passe? Nous sommes souvent approchés par des organisations, des ONG féminines ou des ONG qui œuvrent dans le domaine de la protection et viennent vers nous avec des projets. Avec des projets, nous regardons si le projet répond effectivement aux priorités qui ont été identifiées par le gouvernement, mais également est-ce que cette ONG est en mesure de mener les actions. Donc il y a un processus très sélectif qui est fait et nous pouvons remettre des fonds. Nous remettons les fonds à l'organisation pour mettre en œuvre des projets. Ça peut être même des études, des recherches. Je disais un peu plus tôt que nous ne sommes pas dans le faire. L'idée, c'est que vraiment les acteurs nationaux s'approprient le changement et cet effet transformationnel également. Comment vous évaluez le travail? Je finis ça rapidement. Vous avez parlé c'est moi qui ai parlé d'organisation féminine, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui la possibilité que des femmes, de façon individuelle, puissent se rapprocher de votre organisation, ou il faut être constitué en organisation? Il faut, de préférence, il faut être constitué en organisation. Parce qu'il y en a beaucoup d'idées, par exemple, sur ce plateau, il y en a beaucoup d'idées. Est-ce qu'elle pourrait Non, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi des organisations qui œuvrent sur le terrain, qu'on ne voit pas forcément. Comment est-ce que vous faites pour regarder ces actions? Comment vous les répertoriez sans qu'elles ne viennent à vous? C'est ça aussi. Alors, lorsque nous lançons une initiative, nous lançons également un appel à soumissionner. Et c'est un appel national, donc ce ne sont pas que les organisations qui sont basées à Abidjan qui peuvent répondre, c'est également celles au niveau national, surtout dans le Nord en ce moment, puisque nous ciblons le Nord. Donc, et après cela, nous recevons souvent énormément de demandes, de réponses, et il faut faire ce processus de sélection où on regarde le domaine dans lequel, l'ONG œuvre, mais également sa capacité à gérer les fonds, puisque souvent ce sont des fonds de bailleurs de partenaires au développement que nous débloquons avec toute la redevabilité que cela demande. Et donc, il y a vraiment les capacités de l'ONG à débourser, à rédiger des rapports financiers et narratifs. Donc, c'est un processus assez... C'était ça ma question, c'est-à-dire comment vous évaluez le travail de ces ONG sur le terrain? Quels sont les indicateurs, les KPI que vous mettez en place pour pouvoir évaluer le travail? Et surtout, est-ce que vous avez une relation de longue durée? Vous avez une relation de longue durée avec certaines organisations, ou bien il y a un véritable turnover de ces organisations en termes de collaboration avec elles? Il y a les deux. Il y a ces organisations avec lesquelles, qui ont montré à travers leurs actions qu'il y a une confiance qui s'est instaurée, qu'elles peuvent vraiment produire. Je prends l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui
qui pour nous est incontournable, mais il y a également les jeunes organisations, les jeunes femmes, les jeunes activistes, celles qui viennent de commencer, à qui on doit donner une chance également et que nous accompagnons. Et lorsque, dans ces cas-là, on met des tout petits financements à leur disposition, on commence, disons, avec 2 000, 5 000 euros, et puis petit à petit, au fur et à mesure, on accroît les montants, en même temps qu'on renforce leurs capacités. Des organisations et dans plusieurs domaines, social, sanitaire, culturel même. Éducation, entrepreneuriat féminin. Nous en avons beaucoup en ce moment qui viennent pour du coaching, mais également pour tout ce qui a trait à des études, études sur la lutte contre la violence basée sur le genre, mutilation génitale féminine. Vous demandiez si nous retenions également des jeunes femmes, oui, des individus, pour faire des recherches. Des doctorantes. Des doctorantes, oui. Nous travaillons également avec les universités. Donc, tous ces partenaires, des partenaires stratégiques et nationaux avec lesquels nous collaborons. Madame la représentante, moi j'ai deux préoccupations, deux questions. La première déjà concerne une idée. Est-il possible d'avoir une idée de l'enveloppe globale d'appui de ONU Femmes pour ce qui concerne les initiatives en faveur des femmes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'enveloppe globale d'appui? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a 2 semaines en arrière, il y a eu la 66e session à New York. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes ou les grandes décisions qui ont été prises et comment on envisage certainement l'implémenter en Côte d'Ivoire? Lorsque vous demandez l'enveloppe globale d'ONU Femmes n'est pas un bailleur de fonds. ONU Femmes n'est pas un bailleur de fonds, mais travaille avec des bailleurs de fonds. Un partenaire avec lequel nous travaillons en ce moment, c'est la Banque africaine de développement. Et nous sommes en train de regarder des projets. Récemment, la plateforme Acheter auprès des femmes que vous avez peut-être vu, on a pu avoir 1,5 million, mais il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus structurants, avec lesquels que nous sommes en train de discuter. Mais ONU Femmes n'est pas seule non plus. ONU Femmes amène avec elle toutes les autres agences du système des Nations Unies. Puisque la question du genre doit être abordée de façon transversale. Toutes les agences du système des Nations Unies travaillent sur la question du genre, de la même façon que tout le gouvernement devrait travailler sur cette question. Enfin, vous effectuez des plaidoyers auprès d'organismes pour pouvoir donc récolter des fonds qui vont être distribués. Il y a ce travail de plaidoyer, mais il y a également d'autres, lorsque je mentionnais la BAD, qui travaille avec ONU Femmes comme partenaire de mise en œuvre systématiquement. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait besoin de faire un plaidoyer de ce côté. Là où nous faisons un plaidoyer beaucoup plus fort, c'est pour que les financements aillent en direction des ONG féminines. Donc, voilà, ça vous fait sourire. Donc, on fait un plaidoyer très très fort dans ce domaine. Mais également, nous avons travaillé avec une ONG dirigée par des hommes, le RIG. Très bien, madame. Donc, pour... dirigée par des hommes, mais en faveur des femmes, en fait. En faveur des femmes, protection des droits des femmes, E4C. L'autre aspect de ma question, la 66e session, les grandes résolutions et comment on les implémente en Côte d'Ivoire? Alors, les grandes résolutions, ce qu'on souhaiterait voir, c'est beaucoup plus d'implication des femmes dans la gestion une plus grande implication dans la gestion tout ce qui a trait au changement climatique. Disons, si on regarde sur le terrain, vous voyez qu'il y a une très grande dégradation des sols. Une grande dégradation des sols. Et là, nous souhaiterions que les femmes soient beaucoup plus impliquées dans le plaidoyer parce qu'il faut renforcer leurs capacités. Elles n'ont pas nécessairement les compétences, les connaissances pour lutter contre les changements climatiques, malgré le fait qu'elles sont victimes. Ça a été la plus grosse recommandation. Les femmes dans la gestion des catastrophes également humanitaires en lien avec les dérèglements climatiques. Souvent, la réponse est faite par des partenaires. Nous souhaiterions voir les acteurs nationaux beaucoup plus impliqués dans cette réponse, mais également dans la prévention. Donc ça a été la plus grosse recommandation. À cela, il y a plusieurs implications. Donc je parlais du renforcement des capacités. Mais également beaucoup plus de financement qui soit mis à la disposition des femmes pour pallier à l'impact environnemental. Donc, c'est ça, du dérèglement climatique.
Ouais, là, vous avez une question? Non, j'allais justement parler de ce volet de développement de façon concrète. Comment est-ce qu'on le verra se matérialiser et quels sont les rapports entre ONU Femmes et les autorités ivoiriennes qui restent quand même un acteur important de cette matérialisation? Le volet développement cible, je parlais un peu plus tôt du plan national de développement, puisque dans ce plan national de développement, on parle de la transformation structurelle de l'économie. Qui fait que nous devons regarder à l'intégration, le rôle de la femme dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, le volet autonomisation économique est très important. Et là, nous regardons des programmes beaucoup plus structurants. La plateforme Buy for Women qui vient d'être lancée, qui permet aux femmes d'avoir, des femmes notamment celles qui œuvrent dans le secteur de l'agriculture, dans les zones rurales, d'avoir accès aux acheteurs, avoir accès au marché étranger, mais également avoir accès au financement. Pourquoi cette composante autonomisation économique des femmes? La Côte d'Ivoire s'est positionnée, envisionne d'être un pays émergent. Et si on n'inclut pas ces femmes dans l'économie, il est clair que la Côte d'Ivoire n'arrivera jamais, d'où l'importance d'avoir ce volet de développement, de renforcement des capacités des femmes. Il y a également l'appui que nous donnons au niveau du gouvernement pour qu'il y ait beaucoup plus de réformes au niveau de l'éducation. Si je prends l'exemple des IFEF, les instituts de formation féminine, les formations que cet institut donne ne sont pas adaptées au marché, au monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la pâtisserie, la coiffure, la broderie. Et donc, il est clair que c'est... En fait, c'était des formations qui étaient faites pour faire des bonnes épouses. Des bonnes épouses, des fédéologies, comme je les appelle. Et donc, ces femmes qui viendront sur le marché, comment est-ce qu'elles pourront contribuer? Donc, il y a cet aspect-là. Nous travaillons sur la réforme des IFEF. Ça vous fait sourire, je vois. Nous travaillons sur la réforme des IFEF. Mais le plus gros volet, c'est le travail que nous faisons avec les institutions financières pour que les femmes aient accès au financement, pour qu'elles puissent développer leurs initiatives. Jusqu'à présent, c'était des microfinancements, c'était 50 000 francs. Mais là, on a pu avoir des accords avec certaines banques qui peuvent aller jusqu'à, disons, 1 million de francs CFA, 2 millions. Et donc ça, c'est vraiment des activités de développement pour intégrer les femmes dans l'économie du pays. C'est une très très bonne nouvelle. En tout cas, merci Madame Mène d'être passée ce soir sur notre plateau pour essayer de partager ces informations avec l'ensemble de nos téléspectateurs. Je sais qu'il y a une question que de nombreuses personnes sur ce plateau se posent. On l'a gardée pour la fin. Une femme, vous travaillez avec des hommes? Bien sûr, nous travaillons avec des hommes. Dans mon équipe, nous sommes 50-50, 50% d'hommes, 50% de femmes. Ouais. Et nous travaillons également avec des E4She. Vous savez que votre chef de l'État est le premier E4She de l'Afrique francophone. Oui, nous travaillons avec les hommes. Très bien. Et le ministre Anoblé est un de nos champions et 60% de femmes dans son équipe. Oui, nous travaillons avec les hommes. Très bien. Et là sur le plateau, oui, là, TV, là carrément sur ce plateau. Combien de pourcents? De femmes sur... Non, 50 déjà. Sur le plateau, non, sur le plateau ici, mais n'est pas 50. Hein. On a 60 les femmes, 40 hommes. On est 2 hommes contre 3 femmes. Sur ce plateau actuellement. Et la chaîne est féminine. Donc on est vraiment plus qu'il faut aussi. Merci madame. Merci. On a été très heureux d'être dans votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Live Talk. Demain c'est jeudi, c'est décryptage. Et là certainement qu'en tant que Chief4E, vous l'avez dit, on sera là pour défendre cette fameuse cause qui nous tient à cœur. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.